Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Quand j'ai monté le master de finance islamique, vous savez ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? T'es fou. Voilà. Tout le monde m'a dit, t'es un grand fou. Voilà. Regardez qu'est-ce que ça donne la folie. Plus de 350 diplômés dans le monde entier. Des gens qui ont poursuivi des carrières à l'international. Donc, oui, je suis fou pour faire des belles choses. Voilà ce que m'a appris ce prof. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Kader Merbou. Fort de son expérience en tant que dirigeant du master de finance islamique à l'université Paris-Dauphine depuis 10 ans, Kader nous partage son retour sur ce cursus et ses débouchés, sur l'importance d'une démocratisation des connaissances en finance et en finance islamique, et sur l'importance d'une prise de conscience de la part des consommateurs sur l'impact éthique de ces investissements. La finance islamique, elle est logée à la même enseigne. Quelle réponse elle apporte concrètement? Il ne s'agit pas de dire que c'est une banque islamique et quel impact social elle a. Si on ne la mesure pas, dire qu'on fait des produits de financement et qu'on permet à des gens d'accéder à l'immobilier, c'est un impact social positif. Je ne dis pas que ça n'a pas un impact. Il faut mesurer l'impact social global. Quand on regarde la finance islamique à l'aune de ses principes éthiques, ça peut être temps de se dire comment on mesure son impact, au travers notamment des 10 chapitres des Nations Unies. L'inclusion, la lutte contre la pauvreté, le respect de l'environnement. Donc dire que c'est islamique et finalement balayer l'ensemble de ces préoccupations-là au quotidien et se dire non, c'est juste islamique, ça répond aux besoins de financement des consommateurs. Très sincèrement, c'est extrêmement limitatif, autant pour le consommateur que pour les banquiers. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers si tu souhaites m'aider à préparer des questions à l'avance pour les prochains invités. Le lien est en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa Kader. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis très heureux de t'accueillir sur mon podcast Muslim Makers. Comment vas-tu? Très bien, merci à vous de m'inviter. Je vais très bien, je vous remercie. Tu préfères qu'on se voit ou qu'on se tutoie? Non, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Allez. Écoute, Kader, pour commencer, je te propose de te présenter. Kader Merbou, donc j'ai 42 ans, je dirige le master de finance islamique de l'université Paris-Dauphine depuis 10 ans. J'ai été auparavant directeur d'une chaire entre l'université saoudienne qui s'appelait King Abdullah à Jeddah et la Sorbonne. Je gérais une chaire de recherche. J'étais auparavant aussi également chargé de mission aux relations internationales à l'université Dauphine, donc en charge du développement du portefeuille de programmes de formation de l'université au Maroc, en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Et je suis en parallèle, donc je conseille quelques institutions sur des sujets de business développement. D'accord, on va revenir un peu sur tous ces petits points. Donc tu gères un peu toutes ces formations de master. Tu as commencé quoi, il y a 10 ans environ? Absolument. Il y a 10 ans, effectivement, en 2008, donc, lorsque Christine Lagarde était ministre de l'économie, et post-crise subprime, la France souhaitait se positionner sur le sujet de la finance islamique afin d'attirer des liquidités du Moyen-Orient. Donc le raccourci avait été un peu rapide en se disant on attire des liquidités du Moyen-Orient en développant la finance islamique. Pourquoi? Parce que dans les pays du Moyen-Orient, ils utilisent la finance islamique. Donc un rapport avait été fait à cet effet qui s'appelait le rapport Jouini-Pastré, donc du nom des deux professeurs qui étaient en charge de faire ce rapport, qui s'appelait 10 propositions pour 100 milliards. Donc, dans le cadre de ces propositions, dans le cadre de ce rapport qui avait été remis à la ministre, il était prévu de lancer des formations. Donc, nous, avec notre équipe, donc on avait monté un groupe de réflexion qui s'appelait FinEquity. En 2006, on avait monté ce groupe de réflexion en vue d'organiser des conférences et organiser des formations sur les sujets de finance éthique de façon globale. Donc, finance islamique, investissement socialement responsable, microfinance et finance peer-to-peer. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la finance technologique. Donc, on a été approché par l'université pour lancer un programme de formation de finance islamique. Donc, on a lancé le premier master de finance islamique, pas le premier, parce que je pense qu'on a lancé la même année avec l'université de Strasbourg, le master de finance islamique. Donc, depuis, je gère et j'ai développé ce programme. Nous avons développé ce programme de finance islamique à travers le monde, donc en Algérie, en Tunisie, en Afrique de l'Ouest, au Maroc, au Moyen-Orient, soit
dans le cadre de mes attributions en tant que chargé de relations internationales ou soit dans le cadre du département dans lequel je suis. Donc voilà, en parallèle, j'ai été amené à créer une chaire sur l'éthique et la finance avec la Sorbonne et King Abdulaziz à Jeddah. J'ai également été amené à diriger plusieurs rapports internationaux pour des grandes entités comme l'OCDE, l'AFD et l'EPADESA et d'autres encore. Donc, et j'ai également été pendant quelques années conseiller spécial sur les questions de finance islamique pour l'Europlace, qui est une association de promotion de la place financière de Paris. Voilà. Excellent. Donc, dans le cadre des développements de programmes, donc on a développé le master de finance islamique de Paris en Tunisie, au Maroc. Au Maroc, on a développé également sous forme de certification, c'est-à-dire des programmes courts répondant à des thématiques beaucoup plus précises. Non pas qu'un master ne répond pas à une thématique de façon précise, mais il répond à plusieurs thématiques, tandis que dans une cadre d'une certification, on circoncie les thématiques qu'on souhaite approfondir. Donc, sur le Maroc, on a lancé une certification qui accompagnait le développement réglementaire du Royaume du Maroc sur les questions d'assurance et de gestion d'actifs. Voilà rapidement les développements qu'on a eus dans le cadre de ce master. Ça a été quoi ton parcours académique, toi? Alors, bonne question. Moi, j'ai fait un master 2 de finance de marché. Et mon mémoire de fin d'études était sur l'importance des crises cycliques que nous allions rencontrer. Non pas que non pas que je suis un devin, mais bon, je pense qu'il faut juste être un peu logique. C'est qu'à partir du moment où la finance dépasse la sphère économique, la question des crises sera toujours là. Donc, tant qu'on n'arrive pas à un effet d'équilibre entre l'économie, une finance au service de l'économie, on aura toujours des crises. Toujours des crises, parce que l'économie ne fera rien d'autre que ramener à la réalité concrète de là où la finance, malheureusement, dépasse les enjeux concrets de l'économie. Ok. C'était en quelle année, ça, ton master? 2005. D'accord, donc après la crise, donc tu avais subi la crise de 2001. Absolument. Et donc, j'ai rendu ce mémoire et ça m'a poussé, ça m'a convaincu de continuer à travailler sur mon mémoire, mais de façon beaucoup plus concrète, à identifier toutes les formes de finance éthique et de les mettre sur la scène publique via des conférences, via des formations. Comment tu fais pour faire, tu sors d'études, tu commences à faire des formations à ta propre initiative comme ça, sans expérience professionnelle, comment ça s'est passé? Non, je préfère le sans expérience, non. J'aime pas le mot sans expérience. On a toujours une forme d'expérience. C'est pas parce que. Ouais, on a toujours une forme d'expérience et ça, je tiens aussi à le préciser à des étudiants. C'est pas parce que vous n'avez pas fait 5 ans dans une société que vous n'avez pas d'expérience. Il y a vous avez tous plusieurs qualités et c'est important. Moi, si je reprends mon expérience, à l'occurrence, effectivement, j'ai beaucoup appris sur le sujet. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs, donc j'ai cassé ce mur de la timidité pour rencontrer plusieurs acteurs et échanger sur leur perception concrète. La deuxième, c'est que j'ai travaillé aussi beaucoup d'un point de vue théorique, et donc j'ai fait tomber aussi les barrières de la peur de ne pas comprendre un sujet. Et ça, il ne suffit pas de faire 10 ans ou 15 ans dans une société pour ne pas avoir d'expérience. Il faut juste avoir le courage et le travail. Donc, je préfère le terme théodidacte, en quelque sorte, qui consiste à travailler énormément et faire tomber toutes ces barrières de timidité et avoir une vraie rigueur de comprendre comment concrètement les choses se font sur le terrain et comment on peut les changer, sans pour autant, à l'époque, avoir été sur le terrain. Et être nourri de bonnes intentions et aussi être nourri d'une force de travail et d'une rigueur impitoyable. Oui. Et donc, pardonnez-moi, mais un étudiant de 24 ou 25 ans, quand il me dit qu'il n'a pas d'expérience, non, c'est faux. Il a une expérience. Simplement, il faut qu'il la transforme. Et la transformation, elle se fait aussi dans son esprit pour qu'elle soit sur le terrain transformable. D'où ça t'est venu, cet état d'esprit d'être curieux, d'aller voir les gens? C'est quelque chose qui arrive en fin d'études? Comment ça t'est venu? C'est une prise de conscience? Moi, j'ai eu l'immense chance de grandir dans un quartier en banlieue de Paris. Donc le contact humain, est très important. J'ai grandi dans une grande famille. Donc du coup, tout mon environnement a toujours été un peu complexe. Et j'ai toujours aimé comprendre la complexité du terrain. Donc, comme dirait une grande psychosociologue qui s'appelle Carol Dweck, qui est professeure à Stanford,
des environnements complexes et durs nous permettent de nous dépasser, de comprendre des choses et d'avoir un niveau d'obstacle et de difficulté qui fait que je vais faire un peu comme à la Dragon Ball Z. Plus vous rencontrez des difficultés, plus vous cassez votre coquille. Et cette coquille du confort, cet environnement vous la casse. Et donc, résultat des courses, vous êtes toujours dans une dynamique d'apprendre. Donc, et ça, c'est Carol Dweck qui l'exprime très bien dans un de ses livres qui s'appelle Changing Mindset, Oser réussir, traduction un peu pauvre en français malheureusement, et que je conseille énormément à vos auditeurs. Ouais, que je conseille vraiment énormément à vos auditeurs parce que c'est un livre fantastique qui permet de comprendre qu'en fin de compte, on a une capacité de développement qui est forte. Et à partir du moment où vous prenez conscience de vos acquis pour pouvoir changer les choses, vous les changerez. Et ce n'est pas l'expérience qui va faire que vous changez les choses, c'est votre mindset qui fera que toutes les expériences que vous allez avoir vont être complètement corrélées à votre état d'esprit. Donc, si vous travaillez, vous avez des bonnes intentions, vous n'avez pas besoin d'expérience. L'expérience, ça va venir naturellement. Mais c'est quoi la différence entre toi, qui a subi les mêmes épreuves que beaucoup de personnes subissent? C'est pas tout le monde qui arrive à s'en sortir malgré ça. Pourtant, vous vivez les mêmes épreuves. Pourquoi est-ce que toi, tu as eu cette motivation, tu as quand même eu cette motivation d'étudier, d'être curieux, alors que d'autres ne l'ont pas? Alors, je pars du principe que je ne suis pas différent des autres. Deux, il y en a beaucoup dans les quartiers difficiles qui sont comme moi, ou comme moi, et non pas que j'estime être un exemple, loin de là. J'ai eu une grande chance. Appelle ça chance, appelle ça destin, appelle ça comme tu veux, de rencontrer. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. L'état d'esprit dans lequel et les objectifs qu'on se fixe et qu'on s'assigne dans une vie qui sont tributaires de nos principes et nos intentions. Et ça, j'encourage toujours les gens à ce qu'elles soient les plus belles possibles. Et ensuite, les rencontres qu'on fait dans une vie. Et les rencontres qu'on fait dans une vie peuvent nous déterminer. On ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur quand j'étais en BEP. Voilà, j'ai eu un BEP comptabilité, j'en suis extrêmement fier. Et dans le cadre de mon BEP, j'ai rencontré un professeur formidable qui m'a donné, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez imaginer mon âge aujourd'hui, la même motivation que lorsque je l'ai rencontré à l'âge de mes 16 ans. Donc, et ce prof m'a énormément aidé à formaliser et à cadrer cette énergie de réussite. Donc, cette notion où aujourd'hui on parle de difficultés dans les quartiers, il y a pas de difficultés. Enfin, il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais je parle des difficultés pour un étudiant. Non, il n'y a pas de difficulté pour un étudiant. À partir du moment où il sait qu'il veut réussir et qu'il se donne le maximum de moyens, il n'y a qu'une seule chose qui pourra accélérer ça, c'est les rencontres qu'il fera. Et donc, c'est à ce niveau-là, bizarrement, vous appelez Muslim Makers, c'est pas pour rien. C'est parce que finalement, vous essayez d'identifier un petit peu, entre guillemets, des profils de réussite. Pas que j'estime qu'on ait des profils de réussite, mais que ces profils de réussite puissent être inspirants et aider et donner un petit peu des clés de lecture sur soi-même. Donc à ce niveau-là, j'ai eu la chance de rencontrer ça. Et à l'époque, on avait moins accès à des réseaux sociaux, enfin pas moins, on n'avait pas du tout accès à des réseaux sociaux, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est une chance formidable pour des individus d'avoir accès à une multitude d'informations, une multitude de profils pour se motiver. Donc il y a deux choses, l'esprit et les rencontres. Et dans un quartier, on rencontre beaucoup de gens. On rencontre tout le monde. Si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui vous a dit, qui vous a tant motivé, ce professeur? Très bonne question. Si je vous le dis, vous allez tous un peu rigoler, mais il m'a donné honte. Je vais vous raconter l'histoire. On était au premier trimestre de ma deuxième année de BEP. J'étais un élève extrêmement médiocre. Rigolo, grande gueule, bref. Voilà, celui qui n'avait pas vraiment compris à quoi ça servait l'école. Donc, je rencontre ce prof, c'était mon prof de compta. Donc, et au premier trimestre, il y a la réunion des parents d'élèves. Me pensant extrêmement malin à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de capter le courrier de convocation des parents pour cette réunion du premier trimestre.
Bon, j'ai pas réussi, malheureusement. Ma mère a été plus rapide. Elle est toujours plus rapide. Elle a pris ce courrier. Elle a dit à ma grande sœur, elle a fait, qu'est-ce que c'est? Ma mère, sachant pas lire, elle a dit, oh, c'est été convoqué à une réunion pour l'école de Kader. Ma mère se pointe avec ma grande sœur à cette réunion. Et elle rencontre qui? Mon fameux prof de compta, qu'elle connaissait, puisque dans notre ancien quartier, à Choisy-le-Roi, il vivait dans notre ancien quartier. Moi, je ne savais pas qu'il vivait dans notre ancien quartier. Et ma mère le voit, elle lui dit, ah, bah, comment tu vas, Wuldi, etc., en arabe, comment tu vas, mon fils, etc. Elle lui dit, ah, très bien. Et donc, je regarde circonspect, je dis, mais comment ça se fait qu'ils se connaissent? Le monde est trop petit. Donc, mon prof regarde ma mère, elle lui dit, ah, il fait, c'est ton fils alors? Elle fait, elle l'a regardé, il l'a regardé, il lui a dit, mais il est tellement bête, ton fils. Même tricher, il n'y arrive pas. J'avais triché son examen de comptage, je m'étais fait attraper, et il a rigolé devant ma mère, il lui a dit, même tricher un examen, il n'a pas réussi. Il a dit, il est tellement brillant que même tricher, il n'y arrive pas. Cette phrase, elle m'a marqué. Ma mère lui a dit, écoute, n'hésite pas, hein, tu uses de tous les ressorts possibles pour s'assurer de sa réussite, mais cette simple phrase du fait de il est tellement bête qu'il ne sait pas tricher, bah, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, du coup, la confiance qu'il m'a donnée, il a toujours été là pour moi. Rarement, je lui ai rarement demandé des choses que je sais qu'il était très occupé, mais cette motivation qu'il m'a donnée est la même que je transmets aujourd'hui à mes étudiants. Ayez confiance en vous et ayez confiance en vous. N'écoutez pas beaucoup tout ce qui vous environne parce que ça s'appelle des interférences. D'une certaine manière, ça s'appelle des interférences. Si vous ne savez pas les traduire, quand j'ai monté le master de finance islamique, vous savez ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? T'es fou. Voilà. Tout le monde m'a dit, t'es un grand fou. Voilà. Bah, regardez qu'est-ce que ça donne la folie. Plus de 350 diplômés dans le monde entier. Des gens qui ont poursuivi des carrières à l'international. Donc, oui, je suis fou pour faire des belles choses. Voilà ce que m'a appris ce prof. Avoir confiance en soi et faire confiance à son instinct. Là, je lisais ce matin la Harvard Business Review et il parlait d'un article sur apprendre à écouter son intuition. Apprenez à écouter votre intuition si elle est basée sur deux choses. Des beaux principes et du travail. Donc là, ce moment avec ce professeur, ça a été un peu le déclic qui a fait que tu as peut-être chercher du sens, ça t'a fait chercher du sens, la motivation, mais tu savais pas vraiment. La honte. C'est surtout la honte. J'avais honte de moi devant lui. Eh oui, l'humiliation de moi-même devant lui. Et de ma vie, j'ai jamais voulu, d'une certaine manière, j'ai jamais voulu le décevoir. Et sa femme m'a dit il y a quelques années de ça, c'est très récent d'ailleurs, il n'y a même pas 2 ans, sa femme m'a avoué qu'elle disait j'ai été son meilleur élève. Sachant que des profils comme les miens, il en a pendant des années rencontrés. Bah, ça a été mon meilleur prof et pour lui, j'ai été son meilleur élève. J'ai été son meilleur élève pour la bonne et simple raison que j'ai retransmis exactement ce qu'il m'a appris. Faire confiance aux gens et leur donner tous les moyens de réussir. Et pas partir du postulat qu'ils ne peuvent pas réussir ou parce qu'on est en quartier difficile, on est compliqué, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Dans des quartiers difficiles, c'est compliqué partout. Mais à partir du moment où vous avez des bons principes et du travail, il n'y a rien qui est compliqué. C'est juste votre état d'esprit qui vous complique les choses. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre travail, travaillez et basez sur des bons principes, ça ira très loin. Ok. Donc ça, c'était peut-être l'un des grands paliers de ta vie. Et ensuite, après ça, comment est-ce que tu as décidé d'orienter toute cette énergie vers la finance islamique? La vie, c'est étape par étape. Quand on s'assoit et on regarde un petit peu le passé, je ne vais pas dire qu'il y a quelques années, j'avais un objectif de faire ça. C'est fou. C'est très difficile de prévoir des trajectoires. Vous avez des objectifs globaux et ensuite vous avez des paliers. Et ces paliers vont être le fruit de votre travail, le fruit de vos rencontres, le fruit de vos intuitions et qui va permettre de transformer étape par étape. Je ne savais pas à la sortie de la fac que j'allais faire tout ça. Je ne savais pas. Et dans 10 ans, je ne sais pas ce que je vais faire non plus. Comme vous d'ailleurs. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on change. Et quand on change, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on se remet en cause, on se pose des questions et on essaie de changer des choses. Mais toujours basé sur les deux mêmes travers. Enfin, deux mêmes grands principes. Les principes,
les beaux principes et du travail. Et ensuite, les objectifs que vous vous assignez sont des grands objectifs. C'est la différence entre la stratégie et la tactique. Dans la philosophie chinoise, les stratégies de guerre, ça me passionne beaucoup. Faut bien comprendre la stratégie et la tactique. La tactique, c'est du court terme. La stratégie, c'est du long terme. Il faut définir une stratégie long terme et ensuite, votre tactique, vous allez l'élaborer en fonction de vos combats. Oui. Ben, c'est exactement ça. Je n'avais pas de vision long terme de dire j'allais monter des masters. Non, j'avais absolument aucune idée de tout ça. C'est faux et je mentirais si je le dis. Non. Je me suis assigné des objectifs que j'estimais pour moi être nobles et être des choses importantes pour moi, c'est-à-dire donner le maximum d'informations à des individus pour qu'ils comprennent de mieux en mieux qu'ils doivent avoir un rapport plus sain vis-à-vis de l'argent. De quelle manière? C'est en fonction des opportunités. On a créé des conférences, on a rencontré des individus, on a rencontré des journalistes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, on a pu avoir l'opportunité de présenter à une université, deux universités, une business school, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, j'avais la vision et de fil en aiguille, les choses. Exactement. Mais c'est comme pour vous tous, hein, c'est exactement la même chose. Si vous asseyez, si vous regardez les choses en arrière, sur les 5 dernières années, vous allez comprendre que finalement, c'est très rare que vous puissiez précisément prédire où est-ce que vous allez être dans 5 ans. Mais ce n'est pas impossible, mais la plupart du temps, sur 10 ou 15 ans, j'y crois peu quand même. D'accord. C'est le fruit des paliers, c'est le fruit de vos tactiques successives. Ok. Mais du coup, il y a une des étapes qui est intéressante. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à devenir le responsable de ce master? C'est simple, avec notre équipe Finequity notre groupe de réflexion sur les finances éthiques et équitables en 2006, on a organisé plusieurs événements. De ces événements, on a travaillé beaucoup sur l'ensemble des sujets de finances éthiques. Et ensuite, on a monté un programme de finance islamique qui a été le premier en France, dans un institut de formation en région parisienne. Ensuite, ce programme de formation, entre guillemets, on l'a vendu. On a été des entrepreneurs de l'éducation. On a vendu ce programme à l'université Dauphine. D'accord. Et du coup, j'ai été transféré pour gérer et superviser ce programme avec des collègues, avec ma collègue et l'ancien vice-président. On a géré et ensuite, on a continué à développer de fil en aiguille. Pourquoi vous avez lancé en 2009? Alors, pourquoi on a lancé en 2009? Il faut bien comprendre que 2008, on est dans la crise des subprimes. 2009, on est dans un assèchement du crédit et dans ce qu'on appelle la méfiance bancaire. C'est-à-dire que les banques se prêtaient plus entre elles. Donc, il y avait un assèchement des liquidités en Europe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un rapport a été fait et a été remis à la ministre de l'économie, Christine Lagarde, pour dire comment on fait pour attirer des capitaux du Moyen-Orient. On développe la finance islamique. Et dans ces propositions, il y avait aussi la mise en place de programmes de formation pour comprendre ce sujet-là pour les acteurs français. Le momentum était là. Nous, on avait lancé notre programme de formation en 2007-2008. Et ce programme de formation, ensuite, on l'a transféré à l'université. Donc, le momentum était parfait. Était parfait parce qu'il y avait une demande de l'université. Le vice-président de l'université avait été un des co-auteurs de ce rapport. Et il y avait un contexte économique qui donnait une visibilité que je trouve paradoxale sur le sujet de la finance islamique, puisque ça consistait à dire lançons la finance islamique, ça va attirer 100 milliards de dollars du GCC, des surplus de liquidités de pétrole sur la France. Bon, résultat des courses, après 10 ans, le résultat escompté n'est pas tellement à la hauteur. Pourquoi? On a découvert qu'en lançant la finance islamique, ça n'a pas autant attiré des capitaux du GCC. GCC, c'est les pays normal. du Golfe. Les pays du GCC, le Gulf Council Corporation, donc les pays du Moyen-Orient n'utilisent pas forcément tous la finance islamique. Donc c'était un mauvais pari là-dessus. Et là où ça a été intéressant, par contre, c'est que on a essayé de développer la finance islamique en France pour attirer des capitaux étrangers. Et après 10 ans, les initiatives qu'il y a eu, ça a surtout été de commencer à développer un marché embryonnaire de la finance islamique en France, qui n'avait pas eu lieu jusqu'à là. En France, on connaît le marché du halal depuis le début des années 90, début 2000, un développement du marché halal, du moins d'un point de vue alimentaire. En 2010, ça a lancé l'intérêt sur la finance islamique. Personne ne connaissait. Personne ne connaissait. Très peu
si on regarde les liens sociologiques qu'il y a avec les pays d'origine, mais il y avait très peu de connaissances sur ce sujet-là. Donc, du coup, ça a permis, de fil en aiguille, de commencer, en 2010, à lancer un produit, la banque Sherbib, la banque marocaine Sherbib a lancé un produit de finance islamique, et Swiss Life a lancé un produit de finance islamique, Vitis Life a lancé un produit de finance islamique, et ainsi de suite. Plusieurs petits acteurs ont commencé, enfin petits ou gros acteurs ont commencé à lancer des produits de finance islamique. Donc, là où je veux en venir, c'est que l'objectif d'attirer des capitaux étrangers n'a pas été trop à la hauteur parce que le biais était un peu faux. Ce n'est pas parce qu'on utilise de la finance islamique que les pays du Moyen-Orient vont investir chez vous. Mais par contre, ça a permis de comprendre qu'il y avait un marché domestique et faire naître un marché embryonnaire et qui, en état de croissance en France, sur ce sujet de la finance islamique. Du coup, c'est intéressant de savoir les personnes qui rejoignaient ce master, elles rejoignaient ce master avec quelles intentions derrière? Alors, il faut bien comprendre pourquoi, quels sont les profils types qu'on a dans des formations de finance islamique, que ce soit la mienne, celle de mes collègues à Strasbourg ou celle de mes collègues à Financia aujourd'hui. Il y a deux typologies de profils. Le premier, c'est des étudiants. Donc, post-master 1. Donc, un master 1 confirmé. Donc, c'est ce qu'on appelle les publics cibles. C'est les étudiants qui, on estime, ont un niveau suffisant pour pouvoir suivre une formation en finance islamique longue, une formation master ou MBA, sur la finance islamique. Donc, des étudiants post-master 1. Ensuite, on a des professionnels. Des professionnels, donc, c'est des individus qui ont en moyenne plus de 5 ans d'expérience et ayant un minimum d'un diplôme de Bac+2, voire Bac, voire Bac+4, Bac+5, que sais-je. Donc, ça, c'est les deux grandes typologies qu'on a dans l'éducation. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Et dans les programmes de finance islamique, on mélange très souvent les deux profils. Parce que autant des étudiants que des professionnels s'intéressent au sujet. Mais maintenant, quels sont les ressorts? C'est votre question. Quels sont les ressorts qui font que ces deux populations s'intéressent? Prenons le cas des étudiants. Les étudiants qui finissent un Master 1, je ne sais pas moi, de contrôle de gestion ou de gestion de patrimoine ou de finance, vont terminer leur cursus avec un Master 2 qui est lié à leur Master 1. S'ils ont fait un Master 1 en contrôle de gestion, ils vont faire un Master 2 en contrôle de gestion. Mais pour beaucoup, ils se disent, mais attendez, avoir cette compétence de finance islamique peut me permettre de renforcer mon sac de compétences, soit pour l'exercer au sein de ma structure en France, soit pour me différencier des autres, ou soit pour pouvoir m'internationaliser. Pourquoi? Parce que je souhaite m'expatrier en Asie. Et donc, ma compétence de contrôle de gestion, j'ai un Master 2 sur le sujet, et en parallèle de mon Master 2, je fais cette formation pour me donner une compétence en plus, me donner du réseau en plus et m'ouvrir des opportunités. Donc, ça, c'est un des grands ressorts de ce pourquoi les étudiants le suivent. La deuxième aussi, c'est pour beaucoup l'intérêt. Pas forcément dans le cadre d'une compétence qu'ils veulent renforcer, mais pour beaucoup, ils se disent, mais je fais des études et en parallèle, moi, je veux comprendre qu'est-ce que c'est que la finance islamique. J'aime beaucoup ces profils parce que ils n'ont pas forcément d'idée quand ils arrivent. Ils n'ont pas forcément un objectif. Ils ont l'objectif le plus sain qu'on puisse avoir dans l'éducation, c'est comprendre. Comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, petit à petit, d'essayer de définir une stratégie pour eux dans leur carrière. Et elle prend du temps, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, voilà les deux grands ressorts qu'on a. Donc, des étudiants qui souhaitent ajouter une surcompétence, dans le cadre d'un programme d'un double diplôme, donc leur formation initiale plus la formation finance islamique, et ensuite des étudiants qui souhaitent, eux, en parallèle de continuer leur cours, s'intéresser à ce sujet-là parce qu'ils sentent que c'est une compétence qu'ils pourront déjà appréhender pour eux et voir comprendre comment dans la suite, ils vont pouvoir l'utiliser. Donc, tout le monde ne vient pas avec le même niveau d'objectif. Je parlais tout à l'heure de tactique et de stratégie. Certains viennent avec des tactiques à court et moyen terme. D'autres viennent avec une stratégie, c'est-à-dire je veux comprendre et je verrai ce que j'en fais. Pour moi, j'estime être les meilleurs profils. Pourquoi? Parce qu'ils partent du profil suivant. J'apprends, je comprends, je rencontre des gens, des professionnels, et petit à petit, je vais bâtir ma stratégie. Plutôt que des gens alors, non pas que les étudiants qui arrivent avec une tactique court, moyen terme sont des mauvais profils, mais c'est ceux qui peuvent se frustrer le plus rapidement possible.
Parce que c'est un positionnement qui va prendre du temps. Voilà. Ensuite, la deuxième grande typologie de profil qu'on a, c'est la formation continue. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des profils qui ont minimum de 5 ans d'expérience, qui, eux, viennent pour… Alors, premier ressort pour beaucoup, qu'est-ce que c'est que ce sujet de finance islamique? Qu'est-ce que c'est que ce sujet de finance islamique? Et ce n'est pas forcément des musulmans qui se posent la question. Hein. Dans le cas des étudiants qu'on a eus, la question, est-ce que c'est des musulmans? Alors, déjà, il ne faut pas les définir de cette manière-là. Personne n'est personne pour définir quelqu'un. Déjà, la première chose. On avait une multitude de profils qui s'intéressaient à ce sujet-là. C'est la curiosité intellectuelle qui les poussait à se dire, tiens, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce sujet-là, un peu comme les étudiants. Bon, est-ce que j'en ferai quelque chose par la suite? Je ne sais pas, mais en tout cas, le sujet m'intéresse et je voudrais bien comprendre. Ensuite, d'autres professionnels, le deuxième ressort, eux, s'intéressaient au sujet pour se dire, voilà, moi aujourd'hui, dans ma société ou dans le cadre des activités de ma société, de ma structure, je veux ajouter cette compétence au sein de mon cabinet pour me démarquer des autres et aller chercher des opportunités. Oui. Et ensuite, la troisième, certains qui se disaient, il n'y a rien en France. Il n'y a strictement rien en France. Donc, on a un joli proverbe, c'est soit on regarde le verre à moitié plein, soit on regarde à moitié vide. Pour la France, moi, je trouve que c'est génial, c'est que soit on regarde de façon pleine le verre à moitié plein en se disant, c'est un terrain vide, donc c'est un terrain d'opportunité. Et donc, l'aspect entrepreneurial peut faire sens, puisque c'est un champ, la France est un champ d'expérience phénoménal. On peut faire énormément de choses. Surtout quand on voit ce qui se passe dans les pays qui sont limitrophes, comme l'Angleterre, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Donc, on pourrait se dire qu'on pourrait faire la même chose ici. Absolument. Donc, exactement. Donc, il y a un champ d'opportunité qui est immense. On peut regarder le verre à moitié vide, et beaucoup le regardent, et grand bien leur face. Mais pour ceux qui regardent le verre à moitié vide, j'ai juste envie de leur dire, si j'avais fait la même chose entre 2007 et 2009, on ne serait pas en train de discuter, vous et moi, aujourd'hui. Donc, c'est très facile de regarder le verre à moitié vide en se disant, en France, il n'y a rien, il n'y a jamais rien. D'accord, le rien ne peut engendrer que rien. Par contre, former, donner des compétences, donner des réseaux et renforcer les compétences des individus ne peut que donner quelque chose. Et du coup, dans les 10 dernières années, tous les étudiants qui sont passés par ces masters, tu as fait un suivi derrière de ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qui leur arrive après? Absolument. Bon, de toute façon, il faut bien comprendre que tous les ans, des statistiques sont faites par Ipsos dans le cadre de notre département de formation continue pour faire un sondage sur les évolutions de carrière. Donc, un point qui a été important, c'est qu'il y a tout pour l'ensemble des sondés. Et ces statistiques sont publiques et je peux les mettre à la destination des auditeurs qui nous écoutent. Il y a une progression nette du salaire des étudiants sur les 2 années qui suivent. Deuxième chose, c'est que la formation a répondu à beaucoup de leurs interrogations. C'est jamais parfait, mais elle a répondu à beaucoup de leurs interrogations. Et ça, c'est important. Elle leur a donné des compétences. Ça, ils le reconnaissent tous. Ensuite, qu'est-ce qu'en font les étudiants? C'est une trajectoire qui prend du temps. Certains vont immédiatement aller travailler, vont continuer à travailler comme ils travaillaient de la façon d'avant et petit à petit vont transformer cette opportunité, soit en s'internationalisant ou soit en essayant de convaincre les structures dans lesquelles ils sont en France d'essayer de travailler sur ces sujets-là. Donc, on a beaucoup d'entités en France qui travaillent sur le sujet de la finance islamique et qui sont extrêmement discrètes. Bon, c'est dommageable, mais bon. Donc, ça, c'est un impact qui se mesure. Donc, ensuite, est-ce qu'on structure une formation pour que tous les individus travaillent sur la finance islamique dans un périmètre donné géographique? Non. Et je le répète clairement, quelles que soient les formations de finance islamique, quels que soient les directeurs de programmes de formation de finance islamique, ou quels que soient les programmes de formation, on vous forme pour avoir des compétences. Ensuite, la manière dont vous allez les transformer avec les années, elle est aussi mystérieuse que votre trajectoire de vie. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes à Singapour quand vous avez commencé, votre Master 2. Est-ce que vous étiez persuadé que vous allez finir à Singapour? Non, pas du tout. Et dans 5 ans ou dans 10 ans, vous allez faire complètement autre chose. Donc, par contre, ça, il y a un fait qui est avéré dans l'éducation, c'est que pour les 10 années qui suivent votre diplomation, vous allez tous changer de carrière.
Donc, ça prouve bien qu'on est là pour donner des compétences, transformer des étudiants ou des professionnels, c'est leur donner des compétences et ensuite, c'est eux qui les transforment. Donc, et nous, on mesure la qualité de nos programmes de formation, quels qu'ils soient d'ailleurs, sur la qualité de nos intervenants, la qualité de transmission des compétences, le sens pratique, une bonne maîtrise théorique et des actions concrètes qui leur permettent de renforcer leur réseau pour s'internationaliser, se nationaliser ou que sais-je encore. Donc, une formation n'a que cet objectif-là. Et ça, c'est important. Mais elle fait écho en fonction d'une multitude de motivations et d'ambitions que vous avez. Vous, dans votre cas, je ne sais pas, vous, pas vous qui interviewez, mais vous qui m'écoutez, vous pouvez vous dire, mais tiens, c'est vrai que ce sujet est intéressant, mais je ne sais absolument pas à quoi ça peut me servir. Mais c'est rassurant que vous vous dites ça. Parce qu'au moins, ça prouve que vous avez l'interrogation de vous dire que vous ne savez pas quelque chose et que ça peut potentiellement répondre à vous donner des réponses, des éléments partiels de réponse à vos interrogations profondes. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire? Nous, une formation, et quand je dis nous, c'est autant les professeurs que les directeurs et les étudiants entre eux, d'aider à apporter des réponses. Et ensuite, vous les transformerez dans l'entrepreneuriat, dans la continuité en restant en France, dans vos institutions, en allant en Afrique du Nord, ou en vous expatriant au Moyen-Orient, ou en Asie, ou sais-je. Mais en tout cas, vous avez une compétence. Et cette compétence-là, c'est le plus important. Parce que c'est elle qui va petit à petit vous donner les éléments de réponse pour savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Et nous, on a pour rôle de vous accompagner à la transformer au maximum. C'est ça notre rôle. Donner une compétence et transmettre. C'est exactement la même chose. Derrière, vous avez quand même la volonté de catalyser des projets, des rencontres, des changements de carrière, je ne sais pas, plein de choses. Et en parlant avec vos anciens étudiants, de manière générale, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens créent leur propre cabinet? Est-ce que les gens partent à l'étranger, restent en France? Qu'est-ce qu'ils font? Toutes les réponses que vous avez données sont vraies. Beaucoup se créent des opportunités par le simple fait qu'en France, il y a des opportunités pour eux parce que le champ est vide. Donc, cabinet de conseil, cabinet de structuration cabinet de structuration de produits. Ça, on a plusieurs étudiants. D'autres étudiants qui rejoignent des entités qui sont déjà comme 570 ici, par exemple, parce que vous avez interviewé Anas Patel, mon collègue Anas. Donc, rejoignent ces institutions-là, ou la Banque Chabi, ou rejoignent d'autres institutions françaises qui travaillent à l'international et qui ont besoin de ces compétences-là. Donc, on a un impact. Il y a un impact. OK. C'est une question qu'un des auditeurs a posée pour vous. C'est comment pouvoir faire jouer la concurrence et rendre les frais liés à l'opération de Murabaha moins importants en France. La Murabaha, c'est aussi, si tu peux le définir en répondant à la question, ce serait intéressant. Donc, un Murabaha est un contrat d'achat de revente. Donc, c'est un contrat qui est très usité dans la finance islamique. Donc, contrat de financement classique. La banque achète pour vous, et elle vous le retransfère. Et elle vous retransfère le bien en question. Voilà pour la définition du produit. Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, en 2010, la Banque Chabi a lancé des produits de finance islamique, donc compte courant et l'ensemble des services liés au compte courant. Et derrière, elle a lancé un produit de mortgage immobilier, donc un produit de financement immobilier. Et c'est un des premiers produits qu'une banque a lancé en France. Donc, ça a martelé dans l'esprit des gens que, et il y a une multitude de courtiers qui se sont lancés, une multitude, et principalement 570 ici, comme courtiers sur les financements immobiliers, qui est une préoccupation logique d'une multitude d'individus. Bon, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont musulmans. C'est la préoccupation de n'importe qui de se dire, voilà, on achète de la pierre pour préserver une partie de notre patrimoine et le transmettre à nos enfants. Simplement, la finance islamique, et c'est là où on commence à avoir un biais, s'est arrêté un peu ici en France. S'est arrêté au financement immobilier. Donc, du coup, il n'y a pas eu d'autres acteurs qui se sont lancés. Donc, l'effet d'économie d'échelle, il n'y en a pas. Donc, résultat des courses, le produit est relativement cher. En fin de compte, vous payez le prix de votre conformité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plusieurs acteurs qui proposent. Donc, ça reste un produit un peu haut de gamme.
Donc, il y a très peu de concurrence sur le sujet parce qu'il n'y a personne d'autre, à part la banque Cherby, qui propose un financement immobilier. Il y a une autre banque, un courtier, le courtier 570 à un autre partenaire sur des financements immobiliers. Mais techniquement, les prix restent relativement chers. Le prix de la conformité reste cher là, pour l'instant. Et ça décourage un peu les individus. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre la structure, entre guillemets, des musulmans de France. Je dis bien entre guillemets. Parce que les statistiques varient, c'est toujours, on parle de 5, 7, 8, 9, 10. Moi, j'invite vos auditeurs à regarder un rapport qui avait été fait en 2008, je crois, 2008-2009, c'est ce qui s'appelait un rapport Millot sur l'épargne, entre guillemets, des étrangers. Donc, il commençait à donner une classification un peu sérieuse et la structure sociologique des migrants en France pour essayer d'évaluer leur épargne. Donc, en France, bon, les statistiques globales, bon, je n'aime pas trop parler de ça parce que je ne suis jamais trop à l'aise avec ces chiffres-là. Et puis, ça fait très politique de commencer à donner des chiffres alors qu'ils varient. On est entre 5 et 7 millions de musulmans en France. C'est estimé. Bien que les statistiques à caractère ethnique sont interdites en France, les grands ordres sont entre 5 et 7 millions. J'invite également vos éditeurs à regarder ce que fait le centre de recherche Pew Research Center, PEW Research Center, qui est un think tank spécialisé sur les questions de l'islam dans le monde entier et qui a des chiffres qui sont très sérieux. Donc, vraiment, c'est vraiment un conseil que je peux donner à tous. Basez-vous très souvent, lorsque vous parlez ou pour comprendre le fait de l'islam dans le monde, et quels que soient les pays, ils font des statistiques. D'accord. Excellent. On parle de 5 à 7 millions. OK. Cette population en France, à la différence des Anglais, si on regarde les Anglais, ils sont entre 1,5 et 2. Si on regarde la communauté, entre guillemets, turque en Allemagne, ils sont entre 2 et 3. 3, pardon. Il y a une forte population musulmane en France. Mais cette forte population musulmane en France est demandeur de financement. Et demander des financements, vous l'avez bien vu là, ces derniers mois, plus vous demandez du financement et moins les banques vous le donnent. Et le problème, c'est que là, beaucoup de gens demandent du financement à la Cherby Bank, mais le résultat des courses, c'est que la Cherby Bank ne peut traiter que les meilleurs dossiers qu'elle peut avoir. Donc, résultat des courses, vous avez une partie de la population en France qui est extrêmement frustrée de ne pas pouvoir avoir accès. Donc, ça a été souvent relevé. Les coûts sont très chers. C'est l'équivalent du simple au double par rapport sur un emprunt de 20 ans. Oui, mais ça s'explique. La cherté de l'opération s'explique par le manque d'économie d'échelle. Et à la différence, c'est pour ça que je parlais de la population, elle est demandeur de financement. Il est très rare que vous, enfin pas très rare, mais on entend moins d'individus de cette communauté qui disent comment je peux placer mon épargne. Systématiquement, ils demandent le financement. Je rappelle que c'est autant le financement que l'épargne qui est important. Oui. Si on se pose la question du financement, de la conformité religieuse sur la question du financement, la question sur elle se corrèle aussi pour la question de l'épargne. Et bizarrement, ce n'est pas le cas. Donc, si vous regardez chez les Anglais, quand ils se sont lancés sur le sujet, bon, le système anglais est quand même un peu différent. Sociologiquement, c'est un peu différent. Population immigrée d'indo-pakistanais. La population indo-pakistanaise, elle, a la particularité en Angleterre d'être, connaisseuse de sujets de finance islamique parce que le Pakistan avait développé ce sujet depuis le début des années 80. Donc, il y a une connaissance profonde, à la différence des populations immigrées en France, qui sont principalement des Algériens, des Marocains et des Subsahariens. Où le sujet de la finance islamique, très paradoxalement, s'est développé quand? À partir de 2010. Elle a commencé à se démocratiser paradoxalement dès que la France a commencé à lancer le sujet de la finance islamique. Donc, la population immigrée en France n'a pas de connaissance profonde, historique, de la finance islamique. Oui. À la différence des Anglais, des Indo-Pakistanais en Angleterre. Et la deuxième chose, c'est qu'en Angleterre, c'est une population qui a compris que l'épargne était importante. Ils souhaitaient épargner de façon conforme. Et ensuite, la question du financement, elle était naturelle. Donc, le PIB, entre guillemets, le PIB par Standard & Poor's s'était amusé à un moment donné à évaluer le PIB musulman en Europe. Et le PIB, le musulman en Europe, le plus important, le plus élevé, est en Angleterre. Donc, ce n'est pas parce qu'en France, nous sommes 5 à 7 millions qu'on estime que cette population
et demandeuse de produits de finance islamique. Donc ça, c'est une forme de préjugé un peu rapide que nous avons en France. Donc ça, c'est important que les auditeurs comprennent bien. La quantité ne fait pas forcément la qualité. Et la qualité, ce n'est pas forcément que demander du financement. Oui. Donc, à la différence des Anglais, où qualitativement, comme je le disais tout à l'heure, S&P a évalué le PIB, entre guillemets, musulman en Europe, en disant que le plus élevé était celui en Angleterre. La France, enfin du moins les musulmans en France, ont beaucoup de demandeurs de financement, mais pas forcément d'épargne. Donc en fait, l'évolution de la finance islamique en France est limitée par le fait que la population est moins riche et qu'elle est moins formée à la finance islamique. Absolument. Et je commencerai même par votre deuxième, c'est qu'elle ne comprend pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. Et plus grave que ça aujourd'hui, et votre question tout à l'heure fait sens. Même quand elle connaît un peu le sujet, elle a tout de suite des a priori. En France, quand on parle finance islamique, on pense à emprunt, tout de suite l'a priori. emprunt, voilà. Et on pense Alors à que, plus cher. Plus cher que la banque normale. Donc, c'est un travail colossal. C'est un travail colossal d'essayer de rétablir un petit peu, parce que la finance islamique, et ça aussi, ça c'est une critique assez profonde, ne s'arrête pas, au financement, elle s'arrête aussi à des principes, et des principes que vous pouvez retrouver dans une multitude d'opérations financières ou d'acteurs en France qui ont des opérations dont les principes sous-jacents rejoignent l'éthique du droit musulman. Donc, il y a quand même un grand travail de formation, d'éducation financière, si je peux me permettre de parler comme ça. L'éducation financière sur ces questions-là, et elle n'est pas que sur la finance islamique, elle est déjà tout sur la finance, parce que l'éducation financière en France a atteint un tel point que le gouvernement a lancé une structure pour commencer à faire des actions d'éducation financière pour apprendre aux gens à gérer la question pour éviter les surendettements, etc. Et ensuite, sur la question d'épargne. Là, on le voit bien avec la crise du Covid. Les gens sont tellement tétanisés par le manque de visibilité qu'il y a sur l'avenir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment moins et ils laissent leur épargne sur leur compte. Donc, il y a eu un volume d'explosion de l'épargne sur les comptes. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réflexion de la part de beaucoup d'individus en France sur comment mieux gérer mon argent. Et ça, les questions d'éducation financière sont une priorité même pour le gouvernement français. Beaucoup de pays, au Maroc aussi, c'est pareil. Au Maroc. Moi, ça coupe encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Mieux? Ouais, là, je t'entends mieux. Ouais. Vas-y, parle. Là, tu m'entendrais mieux? Ouais, je t'entends mieux, beaucoup mieux comme ça. On va continuer comme ça, je pense. C'est même mieux comme ça pour moi. Donc, j'en reviens aux questions d'éducation financière. Le Maroc, la Banque centrale marocaine, par exemple, organise chaque année des campagnes d'éducation financière. Ce n'est pas que pour la finance islamique, c'est pour la finance d'abord. À quoi ça sert la finance? Et les gens comprennent très peu ces questions-là. Donc, voilà pourquoi le premier réflexe que vous avez, c'est dire oui, la finance, on comprend parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'un financement pour emprunter pour un bien immobilier. Et entre guillemets, ça, c'est le réflexe financier qu'on a et qui est un réflexe logique. Et ensuite, pour un musulman donné, ça va être sa question de conformité. L'intérêt, le recours à l'intérêt étant prohibé dans la religion, donc comment je fais? Donc la question de la conformité. Mais avant toute chose, avant que ça soit la question de la conformité, c'est une question d'éducation financière. Et à ce niveau-là, il y a du travail. Il y a du travail. Et la France, comme l'Afrique, comme l'Europe, de façon assez globale, il y a vraiment des vraies questions d'éducation financière. Elle est très en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, en Asie, en Angleterre. À ce niveau-là, je pense qu'aucun pays peut se targuer d'être meilleur que l'autre. Ouais. Simplement, il y a un travail profond et l'éducation sur les questions de finance, donc est important, et deux, l'éducation sur les questions de finance éthique est quelque chose d'important. Avec notre groupe de réflexion, on a commencé à mener ça dès 2006, et on part toujours du principe suivant: si les gens ne comprennent pas la finance, comment ils vont comprendre la finance éthique? Oui. Dans le meilleur des mondes, comment est-ce que tu verrais la finance islamique se développer en France? Le parallèle que je vais utiliser est un peu curieux, mais c'est le parallèle du halal. Regardons le halal.
dans les années 70, 60, 70, avec les premières populations immigrées d'Afrique du Nord qui sont venues en France, la question du halal était quelque chose qui était un petit peu circoncis dans des boucheries, dans des abattoirs à droite à gauche. Et ensuite, avec l'explosion des commerces de proximité, cette gamme de produits a commencé à être de plus en plus usitée, normale, courante, puisqu'on n'en faisait pas une question d'attache religieuse. C'est une habitude de consommation. Et donc, du coup, ça s'est démocratisé. Donc, entre le début du halal en France et aujourd'hui, le fait que lorsque vous allez dans votre Leclerc ou dans votre Carrefour, vous trouvez un produit alimentaire halal, il a fallu quasiment 40 à 50 ans. Donc, la démocratisation d'un produit prend du temps. En France, on m'avait posé la question, des journalistes m'avaient posé la question en 2009, entre 2009 et 2010, sur l'horizon de développement de la finance islamique. Alors qu'à l'époque, il y avait un rapprochement d'envisager entre Qatar Islamic Bank et BPCE. Vous savez ce que j'avais répondu aux journalistes? Je leur ai dit, on commence à peine. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien du tout. De façon concrète, on n'aura pas énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'on part de zéro. Donc, les gens, dans 10 ans, vont juste encore se poser la question, qu'est-ce que c'est que la finance islamique? Donc, pour moi, on en a encore pour une quinzaine, vingtaine d'années, depuis 2010, pour commencer à démocratiser et comprendre qu'est-ce que c'est que ce sujet-là. Et ensuite, le transformer en opportunité, ça prendra encore 10 ans de plus, 5 à 10 ans de plus. On voit quand même en ce moment la finance éthique qui se développe de manière très, très, très forte. Est-ce que tu penses que la finance islamique peut se développer en même temps que la finance éthique, vu que la finance islamique est une finance éthique? De toute façon, la vraie question, c'est que post-2008, l'ensemble des finances éthiques bénéficient d'une sorte de méfiance. J'en avais parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'individus qui commencent à comprendre la finance et du coup qu'on peut commencer à comprendre où est-ce que la finance peut amener en termes de dérive, si elle est mal utilisée. J'insiste bien. Donc, de plus en plus d'individus, post-crise, ont commencé à comprendre que le crédit à tout va n'est pas forcément une bonne chose. Regardez où est-ce que ça a plongé les économies. Donc, au moins, ça a eu un intérêt, cette crise, et je l'ai toujours dit, cette crise a eu un intérêt, c'est que ça a permis de mettre en lumière des défauts de la finance. Après, il y a une multitude de régulations qui sont arrivées pour essayer de rassurer les consommateurs. Mais le mal a été fait, mais en même temps, il y a un bien qui a été fait, c'est que les individus ont commencé à se poser des questions. Et quand vous commencez à vous poser des questions, vous commencez à rentrer dans la sphère de qu'est-ce que c'est que la finance. Et deuxième chose, quelles sont les formes de finance qui peuvent répondre aussi à mes préoccupations et mes interrogations désormais. Mais quand personne ne se pose la question, vous n'avez rien. Les choses ne changent pas. Donc, c'est exactement ce qui se passe depuis 10 ans. Les gens commencent petit à petit à se poser des questions. Donc, ce qu'on a vu entre 2008 et 2010 avec la crise des subprimes, vous multipliez par 10 avec la crise Covid qu'on est en train de vivre. Donc, les perspectives de croissance de la finance islamique, si on fait un historique par rapport à le développement de la finance islamique post-crise de subprime et post-crise Covid, sachant qu'on n'est pas dans le post-crise Covid, mais les perspectives de croissance vont être immenses. Pourquoi? Parce que les individus vont commencer à se poser des questions qui font sens pour eux. Qu'est-ce que je fais de mon argent maintenant? Maintenant, on s'inquiète pour l'avenir. Et quand on s'inquiète pour l'avenir, on s'inquiète de quoi? De comment je vais utiliser mon argent pour un meilleur avenir. Et c'est exactement je ne suis pas devin, mais ce qui s'est passé en 2008 va se passer là, les prochaines années, mais x 10. Parce que là, c'est des économies qui sont par terre. Oui. La seule économie, et ça, je disais ça pas plus tard qu'hier, la seule économie mondiale qui va avoir un PIB positif et très bas, et le plus bas depuis 44 ans, c'est la Chine. Jamais vu. Donc, si on pensait que la crise de 2008 était gigantesque, celle de 2020, elle est encore pire. Mais par contre, c'est toujours la même chose. Regardez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que les individus vont se poser de plus en plus de questions sur les questions. Ouais. Et là, on va chercher des liquidités. Et les liquidités qui sont un peu bloquées pour des questions de conformité religieuse, que ce soit chrétien, musulman, juif, que sais-je encore, là vont commencer à venir. Vous comprenez bien, la problématique du développement des finances éthiques ou du développement d'un mauvais développement de la finance, c'est l'éducation.
Hmm. Dans les pays où la finance islamique est développée, au Moyen-Orient, en Malaisie, tout ça, est-ce que tu penses que la finance islamique va être plus résistante à la crise? C'est une bonne question. Là, bon, je pense qu'il est un peu trop tôt pour pouvoir l'estimer. De toute façon, toutes les économies sont, enfin, une économie et les banques sont globalement frappées toujours un peu de la même manière, un peu moins pour les banques islamiques. C'est ce qu'on avait pu observer avec beaucoup de recul après la crise de 2008. Pourquoi? Pas parce que pour la bonne et simple raison qu'elle n'avait pas dans son bilan plusieurs actifs toxiques. Donc, ça les avait préservés. Là, pour la crise Covid, je pense que ça serait malhonnête de vous répondre immédiatement oui, elles ont été épargnées ou non, elles n'ont pas été épargnées. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour en parler. Je pense que tout le monde est touché, qu'on soit une banque islamique ou une banque normale, tout le monde est impacté par la crise que nous vivons. Je pourrais peut-être potentiellement répondre à votre question dans 2-3 ans. Déjà, il faudrait peut-être qu'on sorte de la crise, parce que là, visiblement, j'ai envie d'être optimiste, mais là, ça sera un peu trop. Là. Donc, là, ça sera un peu Disney+, de commencer à tout dire hein, qu'est-ce qui va se passer. Ok. Une autre question d'un auditeur, auquel on a déjà traité un petit peu, peut-être que tu peux compléter. Pourquoi a-t-on tant de mal à mettre en avant ce mode de financement dans la communauté, là où même les instances de certains pays estiment qu'il s'agit d'une solution pour sortir de la crise? Alors, est-ce que la finance islamique est un outil pour sortir d'une crise? Je pense qu'il faut être un peu honnête. Dire que la finance islamique va nous faire sortir d'une crise, Pour résister à une crise. non. Toutes les formes de finance éthique, hein, qu'elles soient islamiques ou pas, si on les avait suivies depuis bien des années, si on avait suivi les principes éthiques, c'est-à-dire les principes que vous pouvez retrouver dans le Global Compact, les 10 grands chapitres des Nations Unies sur la question du développement durable, si toutes les finances intégraient ces 10 chapitres, on n'aurait pas de crise. Donc dire maintenant qu'une finance peut être un élément de réponse à une crise, non, pas plus qu'une autre d'ailleurs. Ça serait malhonnête. Ça serait malhonnête de dire que la finance islamique peut nous aider à sortir de la crise. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est quels sont les sous-jacents et les principes éthiques des finances qu'on peut intégrer et démocratiser tant au point de vue des consommateurs qu'au niveau des acteurs bancaires pour essayer précisément d'éviter d'autres crises. Maintenant, la question ne se pose même plus parce que la crise, elle est environnementale. La crise, elle est sociale. Donc désormais, et c'est ce que vous allez voir sur les prochaines années, et vous avez commencé tous à le voir, les banques qui commencent à s'inquiéter de plus en plus dans leur empreinte carbone, la Société Générale qui se retire du charbon d'Australie. Il y a quelques années, ce n'était pas envisageable. Oui. Mais là, on n'est que sur la question de l'environnement, et encore c'est timide. On n'a pas abordé la question sociale. Donc, et la finance islamique, elle est logée à la même enseigne. Quelle réponse elle apporte concrètement? Il ne s'agit pas de dire que c'est une banque islamique et quel impact social elle a. Si on ne la mesure pas, dire qu'on fait des produits de financement et qu'on permet à des gens d'accéder à l'immobilier, c'est un impact social positif. Je ne dis pas que ça n'a pas un impact. Il faut mesurer l'impact social global. Quand on regarde la finance islamique à l'aune de ses principes éthiques, ça peut être temps de se dire comment on mesure son impact, au travers notamment des 10 chapitres des Nations Unies. L'inclusion, la lutte contre la pauvreté, le respect de l'environnement. Donc dire que c'est islamique et finalement balayer l'ensemble de ces préoccupations-là au quotidien et se dire non, c'est juste islamique, ça répond aux besoins de financement des consommateurs. Bah, très sincèrement, c'est extrêmement limitatif, autant pour le consommateur que pour les banquiers. Oui. Et je ne pense pas que ça soit à la hauteur de l'éthique que portent des principes éthiques que portent l'ensemble des acteurs des acteurs de la finance éthique, que ce soit l'ISR, que ce soit la microfinance, que ce soit la finance islamique. Je pense que le client, le consommateur, vous, moi, si on a une conformité religieuse, on a avant toute chose des principes très forts. Oui. Et les principes très forts, ils s'appliquent aussi dans notre rapport à l'argent. Je me trompe? En vrai, je crois plutôt, tu me disais que la finance islamique, c'est devenu, malheureusement, c'est devenu une fin plutôt qu'un moyen. Donc, on l'utilise pour accéder à nos emprunts, pour avoir un appartement, un bien immobilier. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais il faut bien comprendre quelque chose. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, la finance doit être au service de l'économie. Et surtout quand on voit des économies qui sont ravagées d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental, il faut se poser la question sur quels moyens se donne la finance islamique pour répondre à ces deux problématiques. Oui. Est-ce que tu vois des choses qui se développent en dehors de la France,
qui vont dans ce sens. Je serais limitatif. Les Anglais avaient essayé à un moment donné, une banque islamique anglaise avait lancé un fonds sur l'eau, sur les thématiques eau. La Banque islamique de développement, aujourd'hui, a ratifié les principes. De plus en plus de banques commencent à ratifier les 10 principes de l'ONU sur le développement durable, sur les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, ils commencent à avoir aujourd'hui une prise de conscience. Il y a des works aussi. Je crois que tu m'en parlais. Oui, alors là, c'est des outils pour lutter contre la solidarité. Remontons au principe. Pour la solidarité. Là, aujourd'hui, est-ce que les banques, est-ce que les acteurs, entre guillemets, de la finance islamique, les acteurs de la finance islamique, les plus gros, commencent aujourd'hui à ratifier, vous pouvez les vérifier, commencent à ratifier les 10 objectifs de l'ODD des Nations Unies. Donc ça, c'est un signal encourageant. C'est-à-dire que désormais, ils ont intégré, et ce qui était un peu logique depuis des années, ils auraient dû le faire depuis des années d'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont attendu autant de temps, les ODD, et ça, on avait écrit un papier que je peux mettre à la disposition de vos éditeurs sur la compatibilité de fait entre les objectifs de développement durable et les objectifs, les maslaha, les maqasid sharia, donc les objectifs que s'assigne le droit en islam, sont les mêmes que l'ODD, que les ODD. Donc, c'est un peu dommageable. C'est un peu dommageable que ça ait été fait un peu tardivement de la part des acteurs de la finance islamique, mais maintenant, je pense que l'ensemble des consommateurs vont demander, et vous, moi, n'importe qui, c'est pas parce que vous me vendez un produit qui est en conformité avec ma religion et qui répond à un de mes besoins, que je ne vais pas vouloir vous demander qu'est-ce que vous faites de mon épargne, de quelle manière elle impacte positivement, pas me dire simplement vous distribuez ma zakat et ça me suffit. Si vous partez du principe que la prise de conscience doit être faite de la part des acteurs bancaires, on se trompe royal. As usual. Ils feront toujours la même chose, comme d'hab. Rien ne changera si les besoins des consommateurs ne changent pas. Oui. Mais s'il y a une prise de conscience de la part des consommateurs pour changer et s'inquiéter de la manière dont l'argent doit être utilisé et de la manière dont l'argent doit avoir un impact positif, elle ne doit pas avoir un impact qui consiste à vous dire qu'en fin d'année, vous avez gagné, sur les 20 000 euros d'épargne que vous avez mis, vous avez gagné 300 euros de plus. Si votre seule inquiétude, c'est ça, parlez pas d'éthique. Vous dites, voilà, je veux être en conformité, point barre. Mais l'éthique, c'est plus profond quand même. Oui. On va avoir un réel impact. Ce que vous faites là, les 1 heure, 2 heures que vous prenez de votre temps, c'est pour avoir un impact auprès des gens. C'est pas pour le plaisir de faire un podcast, non? Le fait de m'entendre, c'est pas le plaisir de m'entendre, j'ai pas une belle voix. Mais c'est juste essayer de comprendre profondément quelles sont les questions que vous avez, et les questions que vous avez, les interrogations que vous avez, elles doivent être à la hauteur des préoccupations de la société. L'impact social et l'impact environnemental. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Aujourd'hui, bien heureusement, une multitude d'acteurs commencent à saisir du sujet. On les applaudit. Maintenant, j'espère que de plus en plus de consommateurs vont aussi se poser la question et aller voir leur banque en se posant la question, quelle est mon empreinte carbone? Quel est l'impact du fait que vous utilisez mon argent? Quel est l'impact social que vous créez autour avec? Oui. Et ça, de plus en plus de banques commencent à prendre très au sérieux cette préoccupation. Ils arrêtent d'investir dans certains secteurs. Et ça, je vous invite vraiment grandement à lire le rapport d'Oxfam, OXFM, sur ces problématiques-là. C'est des projets qui sont, c'est une ONG qui fait un travail remarquable. Oui. Donc tout est lié. Il ne s'agit pas de dire on a une éthique en tant que musulman. Ouais, d'accord, super. Mais après, sur le terrain, dans votre rapport à l'argent, elle est où l'éthique? Comment on utilise l'argent? C'est juste se dire j'achète un bien immobilier, je mets ma famille à l'abri. Je pense qu'on retrouve ça aussi avec, malheureusement, avec le halal, avec la viande, tout ça, c'est la même chose. On veut manger halal, on ne sait pas ce qui arrive aux animaux. Éthiquement, qu'est-ce qui se passe derrière? Malheureusement, c'est lamentable. C'est ça que, dans mon raisonnement, je n'incrimine personne. L'objectif, c'est véritablement de pousser les gens à se poser des interrogations. Et une fois que c'est un peu comme je vous disais par rapport à votre carrière, et ça on le découvre mieux dans l'éducation, quand les gens commencent à se poser des questions, ils commencent à chercher des réponses, quand ils ont trouvé des réponses, ils veulent engendrer des actions. C'est pareil. Très bien. Écoute, je te propose qu'on parle maintenant du nouveau master. Je pense que tu as dû en entendre parler.
il y a un nouveau MBA, ouais, effectivement. J'ai entendu parler d'un nouveau MBA qui est sorti à Paris. Là, la pub est faite sur le site douma.com. Donc, elle a été lancée par un ami et ancien cofondateur du master de finance islamique avec moi à Dauphine. Il s'agit d'Anwar Hassoun, donc, qui est directeur d'un MBA qui est proposé par Financia Business School. Donc, les auditeurs ne le savent pas forcément, mais on a parlé du master à Strasbourg qui a déjà fermé depuis un moment, depuis quelques années, il me semble, non? Ça fait 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans que le master de finance islamique à Paris, à Strasbourg a été fermé. Celui de Dauphine également à Paris a été fermé. Donc, du coup, il reste en France et à Paris particulièrement que cet MBA. Alors non pas que ça soit réducteur, eux ils se sont lancés en début d'année, donc ils ont un MBA de très bonne qualité, hein, donc beaucoup d'intervenants. D'ailleurs, qui intervenaient chez nous à l'époque à Dauphine, interviennent. Donc, après, vous pouvez aller sur le site de Financia. Hein, je pense que vous aurez un ensemble des informations. Donc, moi, j'ai regardé un peu globalement le programme. J'en ai parlé à mon collègue Anwar Hassoun. Donc, ça me rassure de voir déjà un programme de. Déjà, c'est un MBA, donc ça change de l'appréciation du master, donc ça professionnalise un peu plus l'approche entre exécutive MBA et MBA, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui je trouve intéressant, c'est le coût. Le coût d'accès est quasiment 2 fois moins cher que celui de l'université, donc c'est plutôt intéressant. La qualité du corps professoral plus la direction de ce programme, écoutez, là, pour le coup, je suis plutôt extrêmement rassuré. En tant que directeur de master, je peux vraiment rassurer sur la qualité. Je fais confiance à l'intégrité et au travail phénoménal de mon ami Anwar sur la finance islamique, puisque c'est un expert reconnu mondialement. Donc, il a mobilisé une belle équipe pour l'enseignement. Ensuite, ce que j'ai plutôt apprécié aussi, c'est les modalités. Donc, ce qui m'expliquait, c'est qu'il y a un vrai caractère hybride. C'est-à-dire que soit les étudiants peuvent le suivre en présentiel, les cours ont lieu 3 jours par mois, le jeudi, vendredi, samedi, tous les mois. Et ils peuvent le suivre soit en direct, donc en venant directement à l'école, en ayant contact en direct avec le prof, ou l'intervenant, pardon. La deuxième, c'est qu'ils peuvent le suivre online, donc ils peuvent rester chez eux et suivre le cours de jeudi à samedi en restant derrière leur écran. Et ils ont la possibilité aussi, et ça je trouve que c'est particulièrement intéressant et très smart de leur part d'avoir fait ça, de le suivre en différé. C'est-à-dire que si vous avez raté les 3 jours, vous avez 1 mois pour pouvoir suivre le cours de la manière dont vous voulez, puisqu'il y aura un accès, ils m'ont dit. Donc, je trouve que c'est des modalités qui se prêtent énormément aux contraintes qu'il y a suite à la crise. Un coup, il faut du présentiel, un coup, il faut du online. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Donc, non, je suis rassuré parce que du coup, il reste toujours un programme de formation de finance islamique en France qui répond aux nombreuses requêtes et demandes qu'il y a sur les formations de finance islamique en France. Donc, celle de l'université ayant fermé, nous ne pouvons plus, pour des raisons qui leur appartiennent, et qui aujourd'hui se concentre uniquement sur le campus à Tunis et dont la date de rentrée n'a toujours pas été encore définie. Donc là, aujourd'hui, on est en France, du moins pour les étudiants et pour les professionnels, il peut y avoir une réponse avec un programme de formation de qualité. Pas cher, mais pas dans le sens Lidl ou Leader Price, c'est un produit pas cher. Non, c'est un produit qui financièrement s'est contextualisé et qui s'est aussi contextualisé aux différentes contraintes des participants. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et ça, je félicite grandement le président de l'école et le directeur du MBA pour leur travail remarquable et je pense que ça va faire un réel carton puisqu'en plus, ils ont obtenu le financement CPF. Donc, de ce qu'ils m'ont dit, donc les professionnels pourront exercer leur congé pour formation pour financer en partie le programme. Donc, c'est une excellente nouvelle. Oui. Est-ce que ces diplômes sont valorisés à l'étranger? Oui. Non, de toute façon, la valorisation du diplôme, c'est pas véritablement une inquiétude. C'est pas du tout une inquiétude. Ça va beaucoup dépendre des profils. Les partenaires internationaux que cette école a fait sont plutôt de bonne qualité dans le cadre du programme. Donc après ça va être, c'est un travail classique. Hein. Donc après, c'est les étudiants qui vont donner la valorisation. Comme nos étudiants donnaient la valorisation de notre master de finance islamique à Dauphine.
Donc, Oui. je ne suis pas totalement pessimiste sur la qualité du diplôme. La qualité du diplôme, c'est la direction et le corps professoral. Et ensuite, l'ensemble des partenariats qui vont être faits à l'intérieur de ce MBA pour connecter l'ensemble des participants au monde professionnel. Oui. Ces formations, en général, elles sont intéressantes pour les musulmans, mais pas que. Mais en termes d'intérêt, en termes d'intérêt de proportion d'étudiants, en général, c'est comment? C'est plutôt des musulmans qui sont intéressés pour avoir des projets autour de projets musulmans, ou bien c'est vraiment mixte? Non, vraiment, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, les interrogations éthiques, c'est tout le monde qui les a. Ensuite, alors, effectivement, il y aura toujours une forme d'affinité plus particulière pour des gens pour des musulmans, entre guillemets, à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la finance islamique parce qu'ils s'estiment, entre guillemets, plus en légitimité d'essayer de le comprendre. Ou, bon, après, ça leur regarde. Mais l'interrogation éthique, elle n'appartient pas qu'aux musulmans. Est-ce qu'il y a cette image pour les non-musulmans de finance éthique, la finance islamique? Ben, naturellement. Le FMI l'a dit, la Banque mondiale l'a dit, la BCE l'a dit. Donc, la question, c'est qu'il ne faut pas regarder la finance islamique avec une sorte de prisme qui consiste à se dire on va la lier au sens le plus péjoratif de l'adjectif islamique. La finance islamique, c'est une industrie qui représente plus de 3 000 milliards, qui représente plus de 2600 milliards. Et horizon 2024, Refinitiv, donc ex-Thomson Reuters, disait ce matin que ça allait atteindre plus de 3600. Donc c'est une véritable industrie. Elle ne souffre pas des polémiques, des polémiques qu'on peut adjoindre à l'adjectif islamique. Que vous allez à Washington, que vous allez à Londres, à Kuala Lumpur, etc. C'est pas le type de débat qu'on va avoir sur l'adjectif islamique. Islamic Finance, c'est considéré comme a part of ethical finance, une partie, un segment, un compartiment de la finance éthique et qui répond à des préoccupations éthiques d'une multitude d'individus à travers le monde. Et la polémique, il n'y a pas de polémique plus grande que ça. Est-ce que ça sert uniquement les musulmans? Non. Au même titre, quand vous avez été à la BNP ou quand vous avez été à la SocGen, on vous a pas dit est-ce que vous êtes musulman, on vous ouvre pas un compte bancaire. Il n'y a pas de il n'y a pas de discrimination de ce type-là. Et bien heureusement, que ce soit dans une banque islamique ou dans une banque conventionnelle. Oui. Donc non, la question c'est un service financier. Donc soit vous êtes intéressé, soit vous n'êtes pas intéressé. Donc au contraire, vous allez attirer des gens en fonction de la compétitivité de vos produits et de l'impact de vos produits financiers et qui va intéresser votre client. Donc deux impacts, comme je disais tout à l'heure, l'impact financier et l'impact social. Point barre. Si vous avez des produits compétitifs de cette manière-là, vous attirez le maximum de clients. Ok. Écoute, Kader, ça a été un grand plaisir de partager ton expérience, d'en apprendre un peu plus sur ton expertise. En tant que professionnel musulman, as-tu des réflexions ou conseils que tu souhaites partager à propos des apprentissages que tu as eus pendant ton parcours auxquels nous pourrions en bénéficier? Je pense que je vous les ai donnés à travers, j'espère, avoir bien fait comprendre un point qui est important. Posez-vous toujours des questions. Doutez toujours, mais doutez dans le sens de l'interrogation. Interrogez-vous tout le temps. Vous n'aurez jamais rien pour acquis. Deuxième chose, allez chercher toujours le savoir. Je fais pas de la promotion de programmes de formation. C'est pas mon intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est que les individus se posent des questions et puissent être les acteurs du changement de monde qu'ils veulent voir. Troisième chose, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de taper à des portes. N'ayez pas peur d'écrire, de parler à des gens, etc. Ils sont comme vous, c'est des humains, ils ont une conscience, ils ont des principes comme vous. Donc, n'hésitez pas à enfoncer des portes pour avancer et faire avancer les choses. Et si un diplôme peut répondre et peut vous aider, il est à votre disposition. Si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Mais surtout, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, et je pense que je peux le dire plus fort aujourd'hui que je l'aurais dit il y a 1 an et demi, le monde a besoin de changement. Le monde a besoin de changement. Et le changement, c'est des individus. Et des individus qui se posent des questions. Et en se posant des questions, ils commencent à changer les choses. Déjà, à l'intérieur d'eux-mêmes et autour d'eux-mêmes.
Moi, c'est le seul conseil que je vous donne. Posez-vous des questions. Ne prenez rien pour acquis. Travaillez et les changements, vous les verrez toujours. Et soyez très patient et travailleur. Et toujours très ouvert. Les critiques et l'amélioration viennent de partout. Il y a une formidable histoire et je conclurai là-dessus. Abu Hamid al-Ghazali, que vous connaissez sans doute tous, qui est considéré comme un des plus grands philosophes, racontait une histoire qui lui est arrivée personnellement. Il était de retour d'une ville dans l'ancien Irak, et il était passé près de montagnes qui étaient extrêmement dangereuses parce qu'il y avait beaucoup de bandits qui dépouillaient les gens. Lui, il avait passé 1 an auprès d'un maître à apprendre beaucoup de choses. Et en passant dans cette montagne, il était avec sa caravane et il y a des voleurs qui sont arrivés. Donc, les voleurs commencent à essayer de détroussent tout le monde et arrivent vers Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali tenait très, très fort contre lui des dizaines et des dizaines de feuilles qui étaient relatifs à l'enseignement qu'il avait eu pendant 1 an. Le voleur va pour prendre le sac et Abu Hamid al-Ghazali lui répond, mais il lui dit, il n'y a rien, il n'y a que des feuilles, c'est tout le fruit de mon savoir. Il dit, c'est tout le savoir que j'ai appris pendant 1 an, ces feuilles ne valent rien pour toi. Le voleur lui prend son sac, quand même, lui jette ses feuilles par terre et lui dit, il suffirait que je te prenne ça pour te prendre tout ton savoir. Depuis ce jour-là, Abu Hamid al-Ghazali a estimé que ça l'a marqué à un tel point, il dit, j'ai appris la plus belle leçon de là où je ne le pensais pas. Depuis ce jour, Abu Hamid al-Ghazali a mémorisé l'ensemble de tout ce qu'il lisait. Et un livre à l'époque, c'était pas un livre de 200 ou 300 pages. Un livre, c'était plusieurs tomes. On dit qu'il aurait mémorisé des centaines de milliers de livres. La leçon qu'il a apprise lui a été donnée, entre guillemets, par une personne qu'on n'aurait jamais imaginée. Et ça, pour moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Le savoir, vous pouvez, ne sous-estimez pas d'où est-ce que vous pouvez l'apprendre. Et ne sous-estimez personne. Oui. Et ne surestimez personne. Dans tout ce que j'ai dit, il y a une possibilité qu'il y a beaucoup de choses qui soient fausses ou mal dites, et ça, je m'en excuse. Si ça a été le cas. Mais en tout cas, doutez de vous-même, interrogez-vous et travaillez. Et soyez les acteurs du changement que vous voulez faire. N'oubliez pas une chose, on m'a pris pour un fou il y a plus de 10 ans. Et tout le monde m'a pris pour un fou. Et quand je dis tout le monde, c'est même ma famille. Ma famille, mes potes, tout le monde. On dit, t'es un grand malade. En France, lancer un truc de finance islamique. Ouais, mais t'es un grand fou. Ok, c'est bien, ils m'ont mis 2 tapes sur la tête, ils m'ont tous... Et il y en a très peu autour de moi qui m'ont dit, écoute, crois en toi et fonce. Le changement, tu le verras. Voilà, ça c'est, je conclurai uniquement avec ça. Très belle histoire et très beau conseil. Je te remercie beaucoup, Kader. Tu as déjà recommandé pas mal de références dans ce podcast. Est-ce que tu as une autre référence, un autre bouquin que tu souhaites recommander à nos auditeurs ? Alors vraiment, comme je vous ai dit, je vous conseille vraiment le livre de Carol Dweck. D'accord. Qui s'appelle Oser réussir, Changing Mindset en anglais. Pour vos références, d'un point de vue sondage sur la question d'islam, je vous conseille vraiment de regarder les analyses que font Pew Research Center, PEW Research Center. Ensuite, en termes de lecture, je ne vais pas faire la promotion de livres particuliers sur la finance islamique. Je sais pas, même si j'ai écrit des ouvrages ou quoi que ce soit, enfin un ouvrage, pardon, j'ai coécrit plutôt un ouvrage sur les questions de l'assurance. Le livre de Carol Dweck est déjà, pour moi, une excellente référence de lecture. D'accord. Vraiment, c'est vraiment, quand je donne plusieurs conférences dans des écoles ou auprès d'associations, je recommande quasiment que ce livre-là. Okay. Maintenant, si vous avez des questions ou si vous avez parce que ça va dépendre aussi de vos interrogations. Je ne peux pas conseiller un livre particulier, mais celui-là a la particularité de revenir beaucoup plus haut et de vous interroger sur vous-même. Vous aide, il vous pousse.
Vraiment, il part de bons postulats. Oui. C'est un excellent ouvrage et vraiment, je le conseille. Ok. Et ensuite, en fonction, de toute façon, vous avez mon adresse email. Ouais. Si vous avez la moindre des questions pour un auditeur qui se pose des questions dans sa carrière, un professionnel qui se pose des questions dans sa carrière ou en termes de business ou en termes de lecture, écoutez, ça fait plus de 10 ans que je fais ça par la grâce de Dieu et je continuerai toujours à le faire, donc être au service des individus qui se posent des questions. Et si je peux les aider, je les aiderai au maximum que je peux. Excellent. Écoute, Kader, je te vous avez remercie. mon email et peut-être à la disposition des gens. Donc, c'est mervou.kader@gmail.com. C'est assez simple. Mon nom de famille avec un point au milieu, mon prénom @gmail.com. Et elle est à la disposition de tout le monde. Si vous avez la moindre des questions, n'hésitez pas, ou la moindre des demandes, de quelque manière que ce soit. Je ferai toujours de mon mieux pour vous répondre. Je te remercie, Kader. Je mettrai tout ça en description, toutes les références et ton adresse email, Inch'Allah. Écoute, c'était un très agréable moment que j'ai passé avec toi, à discuter avec toi sur la finance islamique. Je te souhaite toute la réussite dans la suite de tes aventures, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, je te dis à bientôt. Salam alaikum. À bientôt. Wa alaikum salam. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.